Nous sommes vendredi 5 décembre 2025. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour à vous. Bienvenue à cette première session d'information pour le compte de cette journée. Donc voici le sommaire. L'Assemblée nationale a adopté en séance plénière ce jeudi 4 décembre 2025 la loi de finances gestion 2026. Le texte a été voté à l'unanimité des députés présents et représentés. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, a procédé ce mardi 2 décembre 2025 au lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus humain, HPV, principale cause du cancer du col de l'utérus. Et vous suivrez également les analyses de nos invités sur l'émission Le Forum politique de ce mercredi 3 décembre 2025 sur les élections législatives de 2026. À nouveau, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Les députés de la 9e législature ont adopté en sa séance plénière de ce jeudi 4 décembre 2025 la loi numéro 2025-22 portant loi de finances gestion 2026. Avec ce budget arrêté en équilibre en ressources comme charge, il est important de préciser que près de 42% des dépenses sont consacrées au social. Retrouvons ici le commentaire de la rédaction à ce sujet. Près de 42% des dépenses seront consacrées aux secteurs sociaux, santé, éducation, nutrition et protection sociale. Plusieurs programmes phares seront financés, extension des cantines scolaires, soutien nutritionnel aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, amélioration de la qualité de l'enseignement ou encore modernisation du système de santé. Le gouvernement table également sur une croissance de 7,5% en 2026, portée par l'agriculture, l'industrie, les infrastructures et l'activité portuaire. L'inflation devrait rester contenue autour de 2% en dessous du seuil fixé par l'UEMOA. Fixé à plus de 3 000 milliards de francs CFA, ce budget affiche une hausse de 6,6% par rapport à l'exercice précédent. Le vote consensuel des députés traduit l'adhésion aux orientations économiques retenues par le gouvernement. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le budget de l'État pour 2026, marquant la dernière ligne droite du second mandat du président Patrice Talon. Lancé officiellement ce mardi de décembre 2025 à Cotonou, la campagne nationale de vaccination contre le virus du papillome humain, VPH, marque une nouvelle étape dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus en République du Bénin. Annoncé dans un communiqué du 25 novembre 2025, la campagne a eu lieu dans la cour du collège Père-au-Pierre, dans la ville de Cotonou. Mesdames et messieurs, retour sur les images à travers ce téléphone. Dans un geste hautement symbolique, le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, entouré de plusieurs partenaires techniques et financiers, a administré lui-même les premières doses du vaccin aux jeunes bénéficiaires, lançant ainsi la campagne de lutte contre le virus du papillome humain ce mardi 2 décembre 2025 à Cotonou. Graciela et Daniela, les premiers vaccinés, ont exprimé leurs impressions après l'injection. Je suis heureuse d'avoir reçu le vaccin. Comme ça, je pourrai accomplir mes projets sans avoir besoin d'être arrêtée par un obstacle ou une maladie. Quand le ministre m'a administré le vaccin, ça m'a fait mal et j'ai eu des douleurs au niveau du bras. J'étais aussi contente. Le ministre s'est également entretenu avec les adolescentes choisies pour ouvrir la campagne, leur rappelant l'importance du vaccin dans la prévention du cancer du col de l'utérus. Le virus, il est contagieux, d'accord? Et quand on l'attrape, il peut s'éliminer tout seul. Et c'est d'ailleurs ça là, ce qu'on souhaite, qu'il s'élimine tout seul. Mais des fois, il ne s'élimine pas. Il reste là. Et c'est ça qui donne après le cancer du col. Vous avez la possibilité aujourd'hui qu'on vous donne ce vaccin, qui n'est pas le virus, mais qui ressemble au virus, qui va déclencher la sécrétion d'anticorps dans votre organisme. Et ces anticorps-là, demain, votre corps va se rappeler que vous avez déjà eu des anticorps. Et les anticorps-là, ils vont combattre le virus-là.
et l'empêcher de rentrer dans vos cellules. Pour une campagne de lutte contre le virus du papillome humain, les relais communautaires jouent aussi de leur côté un rôle crucial. On est en train d'aller vers les maisons, dans les ménages, mobiliser les parents à laisser les enfants se vacciner. C'est pour une semaine. Ça a commencé hier. Ça va se terminer le dimanche prochain. Avec cette campagne, le Bénin fait un pas décisif vers une génération protégée. Encore faut-il que chaque parent, chaque école et chaque... Nous allons continuer cette édition ici ce matin, mesdames et messieurs, la 3e édition de l'initiative dénommée Tout Handicap Marche s'est tenue ce mardi 3 décembre 2025 à Cotonou, organisée par Bivubest à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Cette marche a rassemblé des personnes en situation de handicap et valides sur un parcours de 3 km pour sensibiliser le public à la nécessité d'une meilleure inclusion et accessibilité. Plus de précision dans ce compte rendu signé par Merveille Rolonon Sosa avec les images ramenées par Bonaventure. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, Cotonou a vibré ce mardi 3 décembre 2025 au rythme de la 3e édition de Tout Handicap Marche. Organisée par l'ONG Bivubest, la marche a réuni plusieurs personnes en situation de handicap et valides sur un parcours de 3 km. Occasion pour Nassirou Domingo, président de la Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin, de formuler quelques doléances à l'endroit du gouvernement pour une mobilité et une accessibilité améliorée des personnes en situation de handicap. L'occasion symbolique de fin de l'année pour attirer l'attention de la communauté nationale sur la situation difficile des personnes handicapées, aux difficultés sociales, économiques, politiques. Nous sollicitons des autorités de faire respecter l'accessibilité des personnes handicapées au niveau des édifices publics ainsi que dans les infrastructures routières en application de l'article 9 de la Convention relative aux droits des personnes handicapés. Nous sollicitons les autorités à décréter à ce que les infrastructures publiques existantes qui ne permettent pas aux personnes handicapées de subir des aménagements raisonnables requis. Corsi Davor, responsable pays de handicap international, abonde dans le même sens. Aujourd'hui, je pense quand même que plusieurs points ont été résolus. Plusieurs points ont été résolus, mais comme nous sommes des humains, et nous allons continuer de demander plus pour que sur ce plan-là, les performances du gouvernement aussi s'améliorent. Et un des points que moi sur lequel je voudrais insister, c'est aussi le renforcement des capacités du personnel de nos ministères pour qu'ils puissent intégrer dans leur manière de voir leurs collègues handicapés. Parce que ce n'est pas facile. Jeanne Adam Biokou, représentant du ministre du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable, assure que les plaidoyers formulés seront transmis aux autorités compétentes. Accompagné des conseillers techniques et du directeur de la planification, de l'administration et des finances pour recevoir votre plaidoyer. Nous l'avons entendu. Vous avez demandé qu'il y ait plus d'inclusion par rapport à l'administration. Le message sera porté. Et je sais qu'au niveau de certains projets, au niveau de certaines agences, cette recommandation est déjà prise en compte. Ce sera amélioré dans les mois, les années à venir. Pour sa part, le président de l'ONG Bivubest exprime sa gratitude à l'ensemble des participants pour leur engagement. Honoré et content d'avoir eu à ses côtés ce 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées. Toutes sortes de personnes handicapées comme des personnes non handicapées qui ont marché sur 3 km pour pouvoir l'accompagner dans ce plaidoyer pour que les personnes handicapées aient une meilleure accessibilité aux routes et aux infrastructures.
La 3e édition de Tout Handicap Marche s'est achevée dans une ambiance festive, laissant derrière elle un appel fort à agir pour une meilleure accessibilité et une pleine inclusion des personnes en situation de handicap dans la société. Dans le cadre de la campagne d'explication sur la révision de la Constitution entamée par le gouvernement, Irénée Agossa, il est membre du bureau politique du Parti non progressiste Le Renouveau. Il a tenu une séance de vulgarisation à la base ce mercredi au quartier Avotrou à Akpakpa, un moment d'échange qui vise à présenter aux populations les objectifs de cette modification ainsi que son impact sur la gestion et le développement du pays. Suivez ici les précisions à travers ce reportage. Jeunes, femmes, hommes et personnes du 3e âge ont répondu présents à l'appel de Irénée Agossa, membre du bureau politique du Parti Union progressiste Le Renouveau, ce 3 décembre 2025. Ces habitants du quartier Avotrou et de ses environs prennent ainsi part à la séance de vulgarisation des différents amendements apportés dans la nuit du 14 au 15 novembre à la Constitution. Une rencontre qui entre dans le cadre de la campagne d'explication entamée par le gouvernement avec le renfort des partis de la majorité présidentielle pour clarifier les raisons qui sous-tendent cette révision. L'initiateur de la séance a commencé par la légalité de la démarche. C'est la Constitution elle-même qui a défini les conditions dans lesquelles il faut la réviser. Et cette Constitution a été adoptée en 1990 à travers un référendum. À partir de ce temps, nous avons opté pour une démocratie représentative. Donc les députés ont le pouvoir de voir quand est-ce qu'il faut réviser, pourquoi il faut réviser et comment il faut réviser. Il y a deux conditions. Ou vous faites une révision directe, ou vous faites une révision en proposant le référendum. Cette nouvelle modification de la Constitution du 11 décembre 1990, après celle de 2019, intervient quelques mois avant les élections générales de 2026. Un timing qui est tout sauf l'œuvre du hasard, affirme Irénée Agossa. Les députés ont attendu que tout le processus électoral soit engagé, que ce soit au niveau des communes, que ce soit au niveau des députés, que ce soit au niveau de l'élection présidentielle, et dire maintenant, personne ne peut encore dire que c'est pour que Talon reste au pouvoir. C'est une révision qui prévoit et qui est dans la conformité avec les problèmes qui se posent aujourd'hui aux populations. Les données ont changé. Nous ne pouvons plus aujourd'hui rester à l'étape de 90 et de continuer. Il y a des choses qu'il faut modifier. Et ces choses sont essentielles pour l'équilibre et la paix dans le pays. De la création du Sénat à l'allongement des mandats, en passant par la trêve politique, tout est passé au peigne fin. On a dit désormais, il faut qu'il y ait un creuset qui puisse réunir 1. Les anciens présidents de la République, 2. Les anciens présidents de l'Assemblée, 3. Les anciens présidents de la Cour constitutionnelle et 4. Les anciens chefs d'État-major des armées. Ceux-là, on leur crée un cadre pour qu'ils puissent jouer en fait le rôle de déontologie politique dans la République et qu'ils puissent renforcer les institutions dans leur équilibre républicain. Nous voulons atteindre le développement. Il nous faut du temps. Donc il faut trouver les méthodes respectant l'esprit de la République et pouvoir conduire le peuple vers le développement. Et c'est cela qui a fait que nous avons fixé les 7 ans. Renouvelable une fois. Nos députés, soutenus par nous-mêmes, ont dit qu'il faut une trêve politique. Ça ne veut pas dire qu'on empêche les gens de s'exprimer. Après une série de questions-réponses et des échanges en langue locale et en français, tout est clair pour ces citoyens. Il y a plusieurs régimes qui ont tenté à réviser la Constitution, mais chaque fois, on se mobilise contre ça. Mais la séance que moi j'ai suivie ce soir a pu quand même m'expliquer que en fait, il y a des avantages par rapport à la révision de la Constitution. Et ce que j'ai pu retenir comme avantage, c'est que au moins les anciens présidents pourront être dans un créneau institutionnel et partager des idées.
quand un problème va se poser pour la nation, ils pourront quand même voir qu'est-ce qu'on peut faire rapidement. Le mandat présidentiel fixé à 7 ans est bien parce que, auparavant, juste 2 ans après l'élection, une sorte de campagne recommence. Ce qui fait que les gens qui occupent des postes de responsabilité, comme des maires et autres, ne se consacrent plus à leur travail. Le fait que ce mandat soit à 7 ans, maintenant, permettra à chacun d'y voir clair dans ce qu'il fera et ainsi, le pays se développera. J'exhorte les autorités à descendre dans les quartiers et villages pour expliquer cette révision au peuple. Ainsi, à travers cette séance de vulgarisation, Irénée Agossa du parti Union Progressiste Le Renouveau a su passer le message à ses communautés à la base. Nous allons rester dans cette même logique de la politique pour parler des récépissés définitifs reçus par les 5 partis politiques qui prendront part aux élections législatives de janvier 2026 en République du Bénin, absent de la course pour de la présidentielle justement pour des fautes de parrainage et des communales pour dossier incomplet. Le parti de l'opposition, les démocrates, se retrouve cette fois-ci dans le starting block. Mesdames et messieurs, cet élément que nous vous invitons à suivre revient ici sur les différents aspects, quelques questions auxquelles les forumistes ont répondu sur le plateau de l'émission Forum politique de ce mercredi. Nous vous invitons à suivre ici l'élément réalisé par Mathieu. La récente modification du code électoral consacrée par la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024 continue de remodeler en profondeur le paysage politique. Au cœur de cette réforme figure l'article 146 nouveau, dont les exigences redéfinissent les conditions d'accès de sièges parlementaires. En effet, l'article 146 nouveau pose un seuil électoral plus sélectif. Il dispose, je cite, « Seuls sont éligibles à l'attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. » Toutefois, pour les partis ayant conclu et déposé à la Commission électorale nationale autonome préalablement à la tenue du scrutin un accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national. En clair, pour obtenir des députés soumis l'expert en gouvernance, Joël Ataï-Guédégbé, un parti doit rassembler au moins 20% des suffrages exprimés dans chaque circonscription. Imaginons, les démocrates auraient 70% dans une circonscription. Ceux qui sont en accord de coalition en auraient à peu près 30%. Voilà, même je prends 15%. Mais au niveau national, ils ont 10% chacun. Pour attribuer les sièges, on élimine complètement les 70% de voix du parti Les Démocrates. Et on ne considère que 15% des suffrages qu'auraient obtenu les autres parce qu'ils ont satisfait au critère initial de 10%. Donc, l'attribution des suffrages, des sièges va se faire sur la base des suffrages réunis. Parmi les 5 partis retenus, 4 ont conclu et déposé un accord de gouvernance, à savoir FCBE, UP Le Renouveau, BR et Moël Bénin. Grâce à cette formalisation, elles ne sont tenues que d'atteindre 10% des voix au plan national pour espérer une répartition des sièges. À l'opposé, le parti Les Démocrates ayant refusé tout accord de coalition doit impérativement atteindre 20% des suffrages dans chaque circonscription. Peut-on alors dire que la tâche s'annonce ardue et décisive pour les 5 partis ou peut-on dire que les implications seront plus lourdes? Pour les démocrates, l'acteur politique Antoine Adoukonou et le consultant politique n'ont pas fait économie de vérité. Les données ne sont plus les mêmes, d'accord? C'est pourquoi il sera difficile de dire que bon, voilà comment ça va se passer. Chacun doit prendre conscience des enjeux pour pouvoir se donner la meilleure chance. La majorité a su faire sa liste au regard des données des élections. C'est ce que moi je pense. Le problème maintenant, c'est que les gens descendent et mouillent les maillots. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas une élection nationale. C'est des élections localisées. Quand on prend les élections législatives, c'est des élections qui se déroulent dans 24 circonscriptions électorales. Où il est question d'aller gagner 20%.
pas soutien électoral. Donc, c'est qu'il faut que le tête de liste travaille avec le 5e. Il faut que le 3e se mouille les maillots également. Il faut que les suppléants travaillent. Et il faut que les femmes aussi qui sont en concurrence, parce qu'il faut qu'elles sachent qu'il y a 5 femmes positionnées pour bénéficier du quota de la discrimination positive. Et donc, elles doivent travailler également. Moi, je parle que les femmes, c'est comme les premiers primes, les têtes de liste primes. Donc, s'ils travaillent sur les acquis, par exemple Cotonou, Luc Atropo sur le programme pluvial, et le ministre Donato sur le cadre de vie qui change dans Cotonou, si vous montrez ce que Cotonou va être dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, quand même, je ne sais pas si le lecteur n'est pas aussi bête pour aller en aventure. Dans tous les cas, absent de la course de la présidentielle pour défaut de parrainage et des communales pour dossier incomplet, le parti de l'opposition, les démocrates, incertain, se retrouve désormais dans le starting block. Ces joutes électorales qui enregistrent la participation du parti de l'opposition. Les démocrates gardent tout son suspense, précisent les forumistes. Au départ, chacun vient aller chercher les 20%. Voilà. C'est la motivation qu'il faut se donner. Nous nous battons pour avoir les 20%. Cela vous permet de suffisamment mouiller les maillots et finalement de se dire, même si vous avez raté les 20%, c'est que vous avez largement de voix au niveau de la base, ce qui vous permet de partager les choses là. J'imagine qu'ils ont calculé leurs coûts pour les mettre de côté. Pour autant, chez les démocrates, quelqu'un qu'on a imaginé ne sera pas là. Et le président Yahya Boni, sa figure tutélaire était envahissante. Donc, de quelle manière sera-t-il présent dans la campagne? Et jusqu'à quel point ferait-il illusion? Même s'il était présent dans la campagne, cela pourrait-il s'étendre sur l'ensemble de la 8e circonscription, qui est la réalité à prendre en compte, ou bien en resterait-il au niveau de Parakou, et finalement cet effet-là serait quand même amoindri par le contrebalancement des autres localités. C'est important qu'on tire les leçons des élections. C'est tout à fait normal. C'est important. Et je vous ai dit de regarder la stratégie de l'UP au nouveau. Je n'ai pas analysé les autres. Pour dire la vérité, j'ai peut-être un faible pour l'UP, et au nouveau, je peux l'avouer, mais je n'ai pas analysé les autres, ça, je l'avoue également. Donc, mais quand vous regardez la stratégie de l'UP, comme je l'ai dit, regardez Porto-Novo, regardez Cotonou, regardez Parakou. Donc, rien que ça doit vous montrer Cotonou le 16e et le 15e. Il y a une idée derrière. Donc, Jean-Benoît Abomey, conduisant son équipe, ce n'est pas neutre. Arden à Calavi, ce n'est pas neutre. Il y a une idée derrière. Et donc, tout comme les autres partis sans doute. Cependant, conclut expert en gouvernance, socio-anthropologue, acteur politique et consultant politique, il faut attendre le verdict des urnes. Nous restons toujours avec les invités de l'émission Forum Politique et de ce mercredi. Ils se sont aussi prononcés sur un probable engouement de la population législative à venir en raison du nombre de partis en liste. Suivons ici ce test. Nous sommes habitués à des campagnes festives en ce qui concerne les élections dans notre pays. Et il semble que, compte tenu des forces en présence et moins de compétition, ça fait que ça a manqué aux gens un peu. Et je pense qu'avec 5 partis sur la liste, ça va revenir, ça. Cette ambiance, cet engouement va revenir. Les grands partis n'ont qu'à se méfier des démocrates et se méfier aussi de Noël Bénin s'ils ne se lèvent pas trop, des gens qui peuvent venir leur ravir la vedette. Et donc, ces enjeux-là que nous voyons font qu'il y aura vraiment de l'engouement. Et ce serait que le bonheur pour la démocratie béninoise. Plus il y a de partis, plus il y a d'engouement. Mais je crois qu'avec le mot du scrutin, certains partis politiques peuvent semer le doute de réunir, par exemple, 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Lorsque ça commence par questionner comme ça, des fois les gens se disent je ne veux pas voter dans le vide. Si je vote, il faut que mon suffrage soit pris en compte. Et ça peut faire que l'émulation dont vous parlez peut aller à sens unique. Donc, le fait d'aller en accord parlementaire crée une certaine confiance également dans le vote. Je comprends que, selon le code, l'accord permet de se passer de l'obstacle
des 20%, pour s'en référer seulement aux 10% nationaux qu'on a pratiqués jusque-là, donc en 2019, 2020 et 2023. Mais pour l'électeur, cela reste une énigme. Et pourquoi tout d'un coup, alors que les gens disent qu'ils sont en accord, tout en étant concurrents sur le terrain? Et donc ça, c'est une situation inédite qui va être affrontée avec des fortunes diverses, non seulement par les partis selon leur stratégie, leur ingéniosité, mais comme nous sommes dans des élections de proximité, les dynamiques locales aussi vont jouer de manière non uniforme. L'émulation dont vous parliez aurait pu, disons, être utile si chacun avait pu, disons, faire le travail qu'il fallait au départ. Ça va parce que quelqu'un a manqué de faire ce qu'il doit faire, que maintenant il est là, que tout le monde est, il y a l'engouement. Il y aura plus de monde. Plus de monde appelle plus de concurrence. Mais en dehors de ça, moi je ne vois pas l'émulation particulière. Il y aura plus du travail sur le terrain. Mais vous pensez que quand c'est entre le BR et l'UP, il n'y a pas de travail sur le terrain? Il y en a parce que c'est des élections de proximité. Joël l'a dit. Chacun voudrait bien voir le sien au soleil. Le candidat de l'UP, le Renouveau, n'est pas le candidat du Bloc républicain. Ils ont beau soutenir le même président, mais les gens veulent aussi être députés pour 7 ans. N'oublions pas. Sortons à présent du cadre de l'émission Forum politique que nous vous invitons à retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notamment sur notre chaîne YouTube et Télé Bénin. Tranquillement, nous allons parler à présent de cet entretien que le président chinois Xi Jinping a eu en matinée de ce jeudi 4 décembre 2025 avec le président français Emmanuel Macron à Beijing. Ces échanges entrent dans le cadre de la visite de travail du président français en Chine. Une cérémonie d'accueil organisée devant le Grand Palais du Peuple avec les zones militaires avait eu lieu un peu plus tôt. Suivant. Le président français effectue sa 4e visite d'État en Chine. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'il s'agissait d'une visite réciproque suite au voyage du président Xi Jinping en France en 2024. Ces visites devraient permettre de faire progresser le partenariat stratégique global entre la Chine et la France, de promouvoir le développement stable des relations entre la Chine et l'UE et de contribuer au multilatéralisme et à un monde pacifique, stable et prospère. Le président Macron se rendra également à Chengdu. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette première session d'information sur Télé pour le compte de ce vendredi 5 décembre 2025. Merci infiniment de nous avoir suivis. On rappelle que toutes nos productions restent disponibles sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.telebenin.com, la chaîne YouTube c'est Télé Bénin, la page Facebook Télé en direct et le compte X Télé en live, sans oublier notre application iOS et Android Télé, tout simplement Télé avec vous. Pour vous, restez avec nous car la matinale se poursuit.